Donc moi je vais vous parler de biodiversité et je vais commencer rapidement par un petit rappel historique pour dire que la biodiversité c'est un concept relativement récent pour une réalité ancienne et avec un changement dans ce concept. La biodiversité est vue comme la diversité du vivant, il y a un avant et un après. Avant, c'était un constat relativement biologique, c'est-à-dire qu'il y avait des chercheurs et des biologistes qui travaillaient sur la biodiversité, et un constat relativement compartimenté aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des biologistes moléculaires qui travaillaient sur les gènes, des physiologistes qui travaillaient sur les organes et les organismes, des écologues qui travaillaient sur les espèces, etc. Et cette vision des choses a changé donc à la fin des années 80, début des années 90, je pense que vous êtes relativement bien au courant. Il y a eu une globalisation du concept de biodiversité. Jean-Marc Lange disait que la biodiversité, ce n'est pas le précaré des biologistes. Alors moi, je dirais que c'est plus le précaré des biologistes. Ça l'était jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Et donc, une construction sociale des questions autour de la biodiversité avec tout le thème dont on a déjà entendu parler aujourd'hui. Et donc, la transition entre ces deux visions de la biodiversité, évidemment, on peut la placer autour du sommet de la Terre de Rio, donc, où a été signée la Convention pour la diversité biologique, donc qui est un traité international avec trois volets, une préservation de la diversité biologique, une utilisation durable de ces différentes composantes et un partage équitable des ressources génétiques. Ce sommet de la Terre, il a été suivi en 2002 par l'équivalent à Johannesburg, donc c'est le moment où Jacques Chirac a prononcé son fameux discours sur la maison qui brûle, où on s'est rendu compte que depuis 1992, il ne s'était pas passé grand-chose en termes de conservation de la biodiversité. Et donc, on a proposé de se mettre en place des objectifs, les fameux objectifs 2010, de réduction de l'érosion de la biodiversité d'ici l'année 2010. Et enfin, la dernière étape, à l'heure actuelle, c'est évidemment le sommet de Nagoya, où on s'est rendu compte que l'objectif 2010 n'avait pas été atteint. Et donc on s'est remis des nouveaux objectifs pour 2020. L'intérêt quand même du sommet de Johannesburg et de la définition de ces objectifs, c'est qu'au moins on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait mesurer l'érosion de la biodiversité pour savoir si oui ou non les objectifs étaient atteints. Alors, cette convention sur la diversité biologique, elle a proposé une définition de la biodiversité qui est la définition qui est retenue le plus fréquemment. Donc, elle définit ça comme la variabilité des organismes vivants de toutes origines, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Donc, la biologie en général, c'est une discipline qui travaille sur des objets relativement emboîtés, hiérarchisés, depuis les molécules d'ADN jusqu'à la biosphère. Et donc, la biodiversité, d'après cette définition de la Convention sur la diversité biologique, c'est vraiment la variabilité à tous les niveaux de cette diversité qui sont vraiment, il y a vraiment toute une gamme de niveaux qui sont insérés les uns dans les autres d'une façon relativement continue. Et il est très important aussi de prendre en compte les relations entre ces différents niveaux et au sein de ces différents niveaux. Alors, dans cette définition qui est fournie par la Convention sur la diversité biologique, ils ont rajouté une deuxième partie qui spécifie que cette définition comprend la diversité au sein des espèces, donc diversité génétique, entre espèces et la diversité des écosystèmes. Et avec cet ajout, on a eu tendance du coup à se focaliser seulement sur trois niveaux, donc diversité génétique, diversité spécifique et diversité des écosystèmes, qui sont les trois niveaux dont on entend classiquement parler. Et c'est même un petit peu pire que ça. Donc oui, je vous donne ici un exemple. Si vous avez là trois illustrations différentes, si on demande à n'importe qui qu'est-ce qui représente le mieux la biodiversité dans ces images, on va souvent avoir tendance à citer des systèmes très riches en espèces, donc typiquement une forêt tropicale ou un récif corallien. Alors que vous avez ici une photo d'un vignoble, en l'occurrence c'est du Sauterne. En termes de diversité en nombre d'espèces, si on se concentre juste sur les systèmes agricoles, c'est une seule espèce. Et même en termes de diversité génétique, c'est pas énorme, parce que c'est quelques cépages
Les cépages sont souvent assez pauvres en diversité génétique, mais malgré tout, c'est une biodiversité très très importante, parce que chaque hectare de ce système agricole va produire un vin avec des qualités différentes, du fait des pratiques des viticulteurs, des interactions avec l'écosystème sol, des interactions avec la pourriture grise qu'on trouve sur les raisins qui donne ce goût caractéristique des sauternes, etc. Et puis ici, vous avez un exemple de flore bactérienne dans un intestin humain. Là encore, une énorme diversité, aussi bien en termes génétiques, en termes d'espèces, en termes de nombre d'individus, en termes de fonctions dans les intestins. Vous savez peut-être vous savez sûrement qu'on a plus de cellules bactériennes, prokaryotes en général, dans notre corps que de cellules eucaryotes, que de nos propres cellules. Voilà. Et donc, on a souvent cette vision relativement biaisée de ce qu'est la biodiversité. Et pour préparer cet exposé, j'ai fait un petit test. J'ai recherché sur le site du Monde. Donc je vous ai appelé ça la biodiversité dans les médias. En fait, c'est la biodiversité dans un seul média. J'ai cherché tous les articles qui contenaient le mot biodiversité. Et alors, je n'ai pas accès au texte intégral des articles parce que je ne suis pas abonnée. Mais vous avez quand même les 2-3 premières lignes de l'article qui vous sont introductifs. Et j'ai retenu tous ceux où ils essayaient de donner, de préciser ce qu'ils entendaient par biodiversité. Et vous voyez qu'on trouve énormément d'articles où apparaît le mot espèce. Enfin, vous voyez peut-être pas parce que c'est pas écrit très gros. Et donc on estime aujourd'hui que plus d'un tiers des espèces sont menacées, le nombre croissant d'espèces animales et végétales en voie de disparition, protection des espèces, etc. Et seulement un article qui parlait d'écosystème et 2 qui parlaient de génétique, et uniquement pour parler de ressources génétiques pour des espèces cultivées. Et encore, ici c'était pour dire qu'il y avait un achoppement sur la question des ressources génétiques. Donc une vision très espèce-centrée de la biodiversité, qui n'est pas uniquement le fait des médias et de la façon dont ils font passer le message, c'est aussi le fait des scientifiques, des écologues qui travaillent sur la biodiversité. Ici, je vous ai mis 2 citations qui sont issues de présentations qui ont été données au début de cette année. Il y a une journée sur la biodiversité à l'Académie des sciences. Alors mon propos, c'est pas du tout de stigmatiser les gens, mais ces 2 citations viennent d'une part d'un paléontologue et d'autre part d'un écologue australien qui vraiment fait autorité dans le domaine de l'écologie. Et les 2 ont dit qu'ils allaient s'intéresser uniquement aux espèces en parlant de biodiversité, soit parce que c'était un maître étalon, un niveau fondamental de la biodiversité, dans le cadre du paléontologue, soit Robert May faisait un exposé sur pourquoi est-ce qu'on doit être concerné par la perte de biodiversité. Il a dit qu'il ne considérait pas les bactéries, pas parce qu'elles ne sont pas importantes, juste parce que le concept d'espèce, au sens biologique du terme, ne s'applique pas aux bactéries. Et cette vision très espèce-centrée de la biodiversité, ça a des conséquences sur le discours qu'on fait autour de la biodiversité. Alors, le discours classique, c'est de dire la biodiversité, c'est quelque chose de complexe et d'immense. Et on illustre souvent ça en parlant de nombre d'espèces. Et par exemple, en indiquant le fait qu'on n'en connaît qu'une très petite fraction en termes de la fraction d'espèces qui sont décrites. Donc sur ce graphique-là, chaque barre représente un groupe taxonomique et en vert, vous avez le nombre d'espèces décrites et en jaune, le nombre estimé d'espèces totales dans chacun des groupes. Et donc vous voyez qu'on connaît seulement une très faible proportion des espèces pour la plupart des groupes. Et puis on va faire des comparaisons en termes de niveau de biodiversité, dire que les insectes, par exemple, c'est le groupe le plus divers, juste parce qu'il y a plus d'espèces, alors qu'on sait très bien qu'en termes de diversité génétique, comparer une espèce d'insecte et une espèce de plante, par exemple, ça n'a peut-être pas tellement de sens. Et puis, quand on nous parle de nombre d'espèces, c'est souvent ciblé sur certaines espèces, on ne parle pas de n'importe quelle espèce. Et en particulier, il y a un certain nombre de groupes taxonomiques qui sont négligés, tout ce qu'on appelle la matière noire de la biodiversité. Donc typiquement les micro-organismes, certains parasites, qui représentent en termes de biomasse au moins des quantités non négligeables. Voilà. Le deuxième discours assez fréquent sur la biodiversité, c'est que la biodiversité est fragile, elle est en train de connaître une érosion.
Et classiquement aussi, on va quantifier cette érosion de la biodiversité en termes de nombre d'espèces et de variation de nombre d'espèces. Donc, par exemple, ici, vous avez un camembert avec le nombre d'espèces éteintes depuis le XVIe siècle pour différents groupes taxonomiques et d'autres estimations sur le nombre d'espèces ou de genres qui ont disparu, soit en Australie, soit dans les îles océaniques sur les dernières dizaines de millénaires. Et on parle aussi classiquement de taux d'extinction, donc taux de disparition des espèces, qu'on estime être beaucoup plus élevé à l'heure actuelle, donc entre 10 et 100 fois plus, voire 1000 fois plus, que le taux d'extinction de base au cours de l'histoire évolutive des espèces, et avec des prédictions qui projettent des taux d'extinction encore plus élevés. Et enfin, cette vision de la biodiversité centrée sur les espèces, ça a aussi des conséquences en termes de choix de conservation. Avec ici un exemple, c'est celui des points chauds de biodiversité. Alors la proposition de cette approche-là, c'est de dire que la conservation se fait à moyens humains et financiers limités. Et donc, sachant ces moyens limités, autant être efficace dans notre conservation de la biodiversité et donc protéger le maximum d'espèces avec le minimum de moyens. Et donc cette carte des points chauds de la biodiversité recense les zones du globe qui possèdent le plus d'espèces. Alors c'est ciblé uniquement sur les espèces végétales et le plus d'espèces végétales endémiques, avec l'idée derrière qu'en protégeant 5% de la surface terrestre, on peut protéger jusqu'à 40% des espèces. Voilà, donc tout ce que je viens de vous dire, évidemment, je ne remets pas du tout en cause ces faits sur le nombre d'espèces, le fait que les espèces disparaissent et le fait qu'on puisse avoir envie de conserver pas mal d'espèces. Mais le propos de ma présentation aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer quelles peuvent être les limites de cette vision très espèce centrée de la biodiversité et d'essayer de proposer quelques pistes sur comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que cette vision centrée sur les espèces et où on se contente en général de compter des espèces pour mesurer la biodiversité. Alors, sur les aspects comptage d'espèces, un des problèmes de cette approche pour mesurer la biodiversité, bon, c'est évidemment, on considère qu'un seul niveau de biodiversité et on néglige que les autres, mais aussi et surtout, c'est que ces comptages d'espèces restent informatifs à des échelles d'espace et de temps qui sont relativement grandes. Ici, vous avez par exemple un graphique qui vous donne le nombre d'espèces éteintes au cours du temps depuis le XVIIe siècle sur les îles et les continents. Et effectivement, on voit qu'il se passe des choses, qu'on a un pic d'extinction en particulier sur les îles, donc de disparition d'espèces. Si on fait le même genre d'études, donc des variations de nombre d'espèces à l'échelle de la France sur quelques décennies, ben, en France, depuis le XXe siècle, il y a 10 espèces de vertébrés qui sont éteintes, mais il y en a 31 qui sont apparues. Donc en termes de variation d'espèces, ça ne nous apprend pas grand-chose. Donc c'est important, même si on travaille toujours sur les espèces, d'aller un peu plus loin qu'un simple comptage d'espèces, et en particulier de regarder un petit peu quelles sont les variations d'abondance des espèces, donc en termes d'effectifs, de nombre d'individus. Et une question qui se pose quand on veut avoir des informations sur ces abondances des espèces, c'est que c'est relativement coûteux en temps pour acquérir ces informations, et donc quelles espèces est-ce qu'on va cibler pour faire des suivis de population. Et on a deux possibilités, enfin, parmi d'autres. On peut s'intéresser aux espèces rares, donc qui par définition sont peu abondantes dans les écosystèmes, parce que ce sont la majorité des espèces en termes de nombre d'espèces. Si vous regardez la distribution des espèces, des abondances des espèces dans une communauté donnée, presque toujours, vous observerez qu'il y a beaucoup d'espèces assez rares, peu fréquentes, et quelques espèces très communes. Donc en termes de nombre d'espèces, ce sont les espèces rares qui sont les plus communes. C'est assez contre-intuitif comme une phrase, mais... Et en plus, ces espèces sont souvent les espèces menacées, puisque les espèces ont des probabilités d'extinction d'autant plus grandes qu'il y a peu d'individus pour ces espèces. Une autre possibilité, c'est de s'intéresser aux espèces communes.
parce que ce sont les plus abondantes en termes de biomasse dans les écosystèmes. Il n'y en a pas beaucoup de ces espèces communes, mais c'est elles qui représentent la majorité de la biomasse dans les écosystèmes. Et elles représentent une espèce de nature ordinaire qui habituellement n'a pas vraiment de valeur patrimoniale, mais qui peut avoir un rôle très important dans le fonctionnement des écosystèmes et donc dans les services écologiques que la biodiversité peut fournir aux sociétés. On y reviendra. Et dans mon laboratoire, c'est un peu cette optique-là qu'on a choisie, donc de s'intéresser à des espèces relativement communes et à la nature ordinaire. Et je vais vous présenter juste un ou deux exemples à partir du suivi temporel des oiseaux communs, donc dont Jean-Marc Lange vous a déjà parlé. Le principe, c'est de réaliser des programmes de suivi standardisés qui vont donner des informations sur l'abondance des espèces d'oiseaux qui sont les plus communes en France. Et ce programme de suivi, il s'appuie sur un réseau d'observateurs naturalistes amateurs, bénévoles, qui vont visiter. Donc chaque observateur se voit attribuer un site à proximité de là où il habite. Ces sites sont des carrés de 2 km sur 2 km, dans lesquels les observateurs vont réaliser des points d'écoute, 10 points d'écoute. Et ces points d'écoute, ça correspond simplement à 5 minutes d'observation pendant lesquelles l'observateur note toutes les espèces d'oiseaux qu'il voit ou qu'il entend. Et donc ça permet de fournir des informations sur l'abondance d'une centaine d'espèces d'oiseaux communs en France, et donc de décrire des variations de biodiversité, pas uniquement en termes de changement de nombre d'espèces, mais aussi en termes de changement d'effectifs des populations et de composition, structure des communautés d'oiseaux dans le. Et alors, ce que montrent les données qui sont récoltées de cette façon-là, c'est un résultat qui est assez classique et assez médiatisé, c'est qu'on a un déclin des espèces d'oiseaux en France en termes d'abondance, pas uniquement, enfin pas du tout en l'occurrence en termes de nombre d'espèces, mais c'est des diminutions d'abondance. Et toutes espèces confondues, depuis 1989, on a une diminution de 14% de l'abondance des oiseaux en France. Et on peut aller un peu plus loin en séparant les différents types d'espèces d'oiseaux, selon par exemple leur préférence en termes d'habitat. On peut distinguer par exemple des espèces qui sont inféodées au milieu agricole, des espèces qui sont inféodées au milieu bâti, donc aux villages et aux villes, des espèces des milieux forestiers, et puis des espèces généralistes qu'on peut retrouver un peu partout. Et ce qu'on observe, c'est une diminution relativement plus marquée des espèces qui sont spécialistes d'habitat, alors qu'on a une relative augmentation des espèces généralistes. Et cette approche qui distingue les espèces selon leurs caractéristiques écologiques, ça peut nous donner des pistes sur quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans ces variations de biodiversité. Par exemple ici, ce déclin d'espèces spécialistes, ça suggère que la modification des habitats naturels, voire leur destruction, peut être impliquée dans ces variations de biodiversité. Un deuxième exemple, toujours sur les données de communautés d'oiseaux, c'est pour étudier l'effet du réchauffement climatique sur ces oiseaux. Ça, c'est des chercheurs du laboratoire qui ont croisé des données climatiques, des données de température et des données de distribution des espèces à l'échelle européenne. Et ils ont calculé un indicateur un peu grossier qui est un indicateur de température moyenne de l'aire de distribution d'une espèce. Et donc vous avez des espèces qu'on peut appeler froides, qui sont des espèces à distribution relativement nordique, comme la mésange boréale ici, et des espèces plus chaudes qui ont une distribution plus méridionale. Ici, je crois que c'est un guêpier. Et donc, on peut également, en un point donné, quand on observe une communauté d'oiseaux, calculer la température moyenne de la communauté. Donc, vous allez avoir des communautés chaudes au sud et froides au nord. C'est relativement logique. Mais ce qu'on peut regarder aussi, c'est comment la température moyenne des communautés change avec le temps. Et vous avez ça sur le graphique. Donc, on observe un gradient thermique de ces communautés, des communautés chaudes au sud et froides au nord, mais également un changement de la température moyenne des communautés depuis 1989 jusqu'en 2006. Donc, une augmentation de la température moyenne des communautés, ce qui suggère que les oiseaux se déplacent pour suivre les changements climatiques. Et ça correspond à un déplacement
des communautés de 91 km vers le nord, c'est-à-dire que les espèces, les communautés qu'on trouve à Paris, qu'on trouvait à Paris en 1989, on les trouve maintenant 91 km plus au nord, en moyenne évidemment. Et on peut comparer ça à la vitesse du réchauffement climatique. Donc entre 1989 et 2006, on a eu une augmentation de la température moyenne en France de 1 degré. Et si on compare ça en termes de déplacement du climat, ça correspond à un déplacement de 270 km vers le nord, c'est-à-dire que la température qu'il faisait à Paris en 1989, maintenant, on retrouve cette même température 270 km plus au nord. Donc ça veut dire que les oiseaux sont capables de suivre le changement climatique, mais ils ne le suivent pas assez vite. Ils se sont déplacés que d'une centaine de kilomètres, alors que le climat, lui, a bougé 3 fois plus vite. Tout ça, toujours sans qu'il y ait de changement en termes de nombre d'espèces présentes dans les communautés. Voilà. Et donc, ça illustre le besoin qu'on a d'aller un peu plus loin que le simple comptage d'espèces et d'avoir des données sur la composition des communautés, l'abondance de chacune des espèces et la façon dont elles varient au cours du temps. Et ça suppose des programmes de suivi de la biodiversité relativement standardisés pour pouvoir faire des comparaisons dans l'espace et dans le temps, et sur des échelles d'espace et de temps assez grandes. Et donc, comme disait Jean-Marc Lange, c'est quelque chose de très lourd à mettre en place. Et au Muséum d'histoire naturelle, on s'appuie énormément sur des projets de sciences participatives, donc qui font intervenir des citoyens avec des compétences plus ou moins importantes pour les déterminations d'espèces. Ça va depuis des naturalistes très confirmés jusqu'à des gens qui n'ont pas de compétences particulières. Et on a mis en place toute une gamme de suivi de biodiversité sur les oiseaux, les papillons, les chauves-souris, les plantes et plus récemment les insectes pollinisateurs, avec l'idée que les observateurs qui participent à ces programmes de suivi ne sont pas de simples thermomètres, ils ne sont pas juste là pour enregistrer les données, ils sont aussi là en tant qu'acteurs, ils sont là pour apprendre des choses et ils participent à la récolte de données qui vont servir à produire des indicateurs qui vont éventuellement pouvoir être utilisés pour des politiques publiques. Donc vraiment, ils ont une action dans la vie publique. Voilà. Alors, deuxième aspect sur la façon dont notre vision de la biodiversité doit pouvoir un peu évoluer, c'est que ces approches qui sont fondées sur les comptages d'espèces sont souvent une vision relativement figée de la biodiversité, voire une vision fixiste. La vision qui consiste à dire qu'il faut absolument conserver les espèces, elle oublie un peu le fait que la biodiversité, c'est aussi une histoire. Donc, la biodiversité telle qu'on l'observe actuellement, c'est le produit d'un certain nombre de processus et de phénomènes d'extinction et de diversification, d'apparition de nouvelles espèces, d'apparition de nouvelles mutations pour la diversité génétique, etc. Et donc, il faut considérer la biodiversité et définir la biodiversité, non pas uniquement comme un état, mais aussi comme un processus. Donc, ici, je vous ai mis la figure qu'il y avait dans l'origine des espèces de Darwin, donc qui est le tout premier arbre phylogénétique, où vraiment on a illustré ici la biodiversité comme un processus. Donc, sur ce graphique, vous avez le temps sur l'axe vertical, et puis un espèce d'axe horizontal qui serait par exemple des caractéristiques écologiques des espèces. Et à chaque pas de temps, vous avez une diversification, possiblement des phénomènes de compétition entre espèces, etc., qui entraînent un certain nombre d'extinctions, et des espèces vont se maintenir et elles-mêmes se diversifier, etc. Et donc vous avez véritablement un processus d'extinction et de diversification qui conduit à la biodiversité telle qu'on la connaît actuellement, mais aussi à la biodiversité du futur. Et donc il faut réussir à penser la biodiversité comme un processus, à mesurer la biodiversité comme un processus et à protéger non pas des espèces, mais protéger ces processus. L'extinction en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de grave, dans la mesure où on a des phénomènes de diversification qui permettent de compenser ces extinctions.
Donc ça c'est facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à mettre en pratique. C'est un champ qui est en pleine réflexion en écologie et en biodiversité. Et je vous propose juste deux approches possibles. Donc ici c'est un travail qui a été réalisé par des chercheurs américains qui sont intéressés au Mexique à une espèce d'arbuste qui s'appelle, un genre d'arbuste qui s'appelle Bursera, où il y a beaucoup d'espèces dans ce genre qu'on retrouve un peu partout au Mexique. Et ils ont réussi avec des méthodes de reconstruction phylogénétique et de phylogéographie, donc essayer de voir où a eu lieu la diversification des espèces, à mesurer des taux de diversification selon les régions géographiques du Mexique. Et sur ce graphique-là, vous avez ce qui est le plus important à regarder, c'est les barres violettes, c'est le nombre d'espèces de ce genre-là qu'on retrouve dans les différentes régions du Mexique. Et en bleu clair, les taux de diversification dans ces différentes régions, donc les taux de diversification passés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les régions où il y a le plus d'espèces, ce n'est pas forcément les régions qui sont celles qui produisent le plus d'espèces. Ça peut être ce qu'on appelle des régions puits, c'est-à-dire qu'elles reçoivent des espèces par migration, mais il y a très peu d'apparition de nouvelles espèces dans ces régions-là. Et donc vous voyez que si jamais on a une approche de conservation espèce centrée, on dit on va protéger les zones où il y a le plus d'espèces, en caricaturant, on va dire qu'on laisse détruire les autres, on peut se mettre à protéger des endroits où il y a très peu de diversification et donc ne pas protéger le futur de la biodiversité. Alors évidemment, c'est une approche qui est ciblée qui s'intéresse à un seul genre et qui fait l'hypothèse que les diversifications passées traduisent aussi les capacités de diversification dans le futur, ce qui reste évidemment à vérifier. Une deuxième étude, c'est quelque chose qui a été fait dans mon laboratoire, une thèse qui a été soutenue il y a quelques années. L'étudiante qui a fait cette thèse, elle s'est intéressée à un genre au genre des centaurées en Europe, en comparant plusieurs espèces. D'une part, une espèce très répandue, qu'on retrouve un peu partout dans le sud de la France et en Italie, et puis plein d'espèces très restreintes géographiquement, avec des populations en général de petite taille et qui sont des espèces qui sont menacées souvent et qui sont soumises à des statuts de protection. Et elle a regardé quelle était la diversité génétique, aussi bien en utilisant des marqueurs moléculaires neutres que de la diversité génétique pour des caractères morphologiques ou avec un intérêt dans les fonctions écologiques des espèces. Donc elle a comparé la diversité génétique de ces différentes espèces. Alors ici, vous avez une représentation. Donc c'est une analyse où chaque point représente un individu. Et deux individus sont d'autant plus proches sur le graphique qu'ils sont proches génétiquement. Et donc l'étendue des nuages de points représente de la diversité génétique. Et les deux patates roses, là, ça représente l'espèce très répandue. Et vous avez les espèces plus rares qui sont toutes regroupées par ici. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité génétique au sein d'une seule espèce très répandue qu'en prenant toutes les espèces plus rares, il y en a quand même 6 ou 7, ensemble. Donc ici, il y a plus de diversité au niveau intraspécifique qu'au niveau interspécifique. Et donc en termes de conservation, on peut se poser la question de est-ce qu'il vaut mieux mettre tous les efforts sur ces espèces rares, menacées et qui de toute façon risquent de s'éteindre, ou au contraire essayer de préserver l'espèce plus répandue qui certes a une moindre valeur patrimoniale mais qui va fournir peut-être le matériau pour l'apparition de nouvelles espèces dans le futur. Voilà. Et alors, pour continuer sur le raisonnement en termes de voir la biodiversité comme un processus, je vais juste finir en parlant des motivations à pourquoi on conserve la biodiversité. Donc au départ, les premières mesures de conservation de la biodiversité,
en fait, ce n'était pas vraiment des mesures de conservation de la biodiversité. La création des premiers parcs nationaux, c'était plutôt fondé sur des aspects presque passionnels, donc sur des initiatives relativement personnelles de gens amoureux de la nature qui ont ciblé des espaces extraordinaires avec souvent beaucoup d'espèces et souvent beaucoup d'espèces un peu extraordinaires, patrimoniales, rares, et dans des régions où il y avait peu d'activité humaine. Et ici sur cette photo, vous voyez une des entrées du parc de Yellowstone, donc qui est le premier parc naturel qui a été créé. Et sur cette entrée de parc, c'est marqué pour le bénéfice et le plaisir du peuple. Donc ces parcs n'ont pas été créés au départ pour conserver la biodiversité, mais plus pour le plaisir de quelques privilégiés, et éventuellement de quelques scientifiques dans certains cas particuliers qui voyaient là un domaine d'études privilégié. Et donc c'est beaucoup plus récemment, avec notamment les problèmes de construction sociale des questions autour de la biodiversité, qu'on s'est intéressé véritablement sur la conservation de la biodiversité en elle-même et sur le pourquoi. Donc Gérard Bonneau en a parlé ce matin. Donc il y a sur le pourquoi de la conservation de la biodiversité ce qu'on appelle la valeur d'existence de la biodiversité, c'est-à-dire une valeur intrinsèque et une obligation éthique de protection des espèces. C'est toujours ciblé sur l'espèce, mais ça peut être valable pour chaque composante de la biodiversité, qui, en tant que produit d'une histoire évolutive très longue, et donc qui a une valeur en elle-même, si on détruit une espèce, on détruit toute cette histoire évolutive très longue. On a également une valeur de legs pour les générations futures, même si nous, on ne trouve pas de valeur en elle-même à un élément de la biodiversité, on peut vouloir la conserver pour la transférer aux générations futures qui y verront peut-être également une valeur. Alors, toutes ces valeurs d'existence et les valeurs intrinsèques, moi je ne les remets absolument pas en question. Personnellement, je trouve qu'elles ne sont pas très efficaces pour la mise en place des mesures de conservation. C'est-à-dire que si on n'a que ces valeurs-là pour conserver la biodiversité, on a vu ce que ça faisait, on ne conserve pas grand-chose. Et donc, il y a un deuxième type de valeur qui est de plus en plus utilisé, c'est une valeur utilitaire ou une valeur instrumentale. Donc, on sait que les sociétés humaines en général sont relativement sensibles au changement de leur environnement. Alors, ici, vous avez un graphique, par exemple, qui met en parallèle le nombre de guerres dans différentes régions du monde et les températures au cours du petit âge glaciaire. Et on a une corrélation qui est assez bonne entre l'état de l'environnement, donc ici les températures, et les conflits en termes de guerre dans les sociétés. Donc se pose la question de quel peut être l'impact d'un changement de l'environnement en termes de biodiversité sur le fonctionnement des sociétés en général. Et c'est là que vient la notion de service écosystémique, donc que sont les services fournis par la biodiversité aux sociétés humaines. Donc là, c'est une vision strictement anthropocentrée des questions de biodiversité. Donc ces services écosystémiques, on a vraiment commencé à en parler à partir des publications qui ont été faites dans le cadre du Millennium Ecosystem Assessment. Ils proposent une classification en 4 grands types. Donc des services d'approvisionnement, donc typiquement fourniture de ressources matérielles aux sociétés humaines par le biais des cultures, de la chasse, etc. Des services de régulation environnementale, donc régulation du climat, purification des eaux, etc. Des services culturels et une 4e catégorie qui correspond aux services de support, c'est-à-dire tout le fonctionnement des écosystèmes qui permet d'assurer les 3 autres types de services. Alors un exemple classique qu'on donne en termes de services écosystémiques, c'est le cas de la ville de New York qui est alimentée en eau par un bassin versant qui s'appelle les Catskills. Et à la fin des années 90, ils avaient un gros problème de qualité de l'eau qui venait de l'urbanisation et de l'intensification de l'agriculture dans ce bassin versant. Et ils ont fait une estimation de combien coûterait une restauration de la qualité de l'eau si on construisait une usine de retraitement ou si on essayait de restaurer les écosystèmes dans ce bassin versant des Catskills.
Et ils ont estimé que c'était beaucoup plus rentable de restaurer les écosystèmes que de construire une usine de retraitement d'eau. Donc ici, typiquement, un exemple d'un service écosystémique qu'on peut retrouver en France, par exemple, le bassin versant de l'usine de Vittel. Vittel fournit des aides aux agriculteurs pour qu'ils limitent leur utilisation de pesticides dans le bassin versant. Alors, ces services écosystémiques, encore une fois, très souvent, ils restent associés à des espèces et pas à la biodiversité dans son ensemble. Donc ici, je vous ai mis un certain nombre d'exemples de services technologiques où on s'inspire des espèces pour produire de nouvelles technologies. Donc, par exemple, le fil de l'araignée qui est utilisé pour produire des matériaux très résistants. Un exemple d'un insecte qui a une cuticule qui lui permet d'extraire l'eau d'une atmosphère relativement sèche. Le manchot royal qui est capable de produire un peptide qui lui permet de conserver des aliments dans son estomac pendant plusieurs semaines pour pouvoir ensuite les ramener à ses descendants à les régurgiter. Ou les pattes du gecko qui sont des adhésifs auto-nettoyants, c'est-à-dire ça permet de se coller aux surfaces mais ça ne ramasse pas non plus toute la poussière. Donc tout ça c'est très espèce centré une fois de plus. Et se pose la question dans les services écosystémiques, est-ce que c'est vraiment la biodiversité dont on a besoin ou est-ce que c'est juste quelques espèces qui fournissent des services bien particuliers? Ça pour poser la question, donc cette vision service écosystémique, elle est très débattue parce que se pose le problème d'une dérive si on se met à monétariser la biodiversité. Pourquoi conserver les espèces dont on va pouvoir démontrer qu'on n'en a absolument pas besoin? Donc est-ce qu'on a besoin de quelques espèces ou est-ce qu'on a vraiment besoin de la biodiversité dans son ensemble? Alors je vais passer assez rapidement là-dessus. Évidemment, on a besoin d'une diversité d'écosystèmes parce que chaque écosystème fournit des services de nature différentes. Mais potentiellement, on peut aussi avoir besoin de biodiversité en termes de nombre d'espèces, en termes de diversité génétique, comme un élément qui favorise le bon fonctionnement des écosystèmes. Et cette question de la relation entre diversité et fonctionnement des écosystèmes, c'est une question assez ancienne en écologie, qui date de quelques dizaines d'années. Et voilà par exemple une approche expérimentale où des chercheurs ont suivi pendant plusieurs années le fonctionnement d'écosystèmes de prairies. Ici vous avez le dispositif expérimental, en manipulant la diversité spécifique dans ces prairies. Donc dans chaque carré, vous voyez ici à l'écran, vous avez une composition en espèces différentes et des nombres d'espèces différents aussi. Et sur ce graphique-là, vous avez la biomasse produite par chacun de ces écosystèmes prairiaux en fonction du nombre d'espèces. Et vous voyez que de façon générale, on a une relation positive entre le nombre d'espèces et l'efficacité de fonctionnement de l'écosystème, ici en termes de biomasse produite. Donc on a différents mécanismes possibles pour expliquer cette relation. Par exemple en termes de meilleur partage des niches écologiques quand on a plus d'espèces, en termes de ce qu'on appelle l'effet portefeuille, c'est-à-dire le fait d'avoir plus d'espèces ou plus de diversité dans un système, ça permet de mieux résister aux variations de l'environnement, parce que vous avez des espèces avec des caractéristiques différentes. Et puis vous pouvez aussi avoir des relations de mutualisme entre espèces. Ce qui est valable pour le nombre d'espèces peut aussi être valable pour la diversité génétique. Ici, vous avez le même genre de relation entre fonctionnement d'un écosystème, la capacité de stockage du carbone ici, et la diversité spécifique. Et donc, vous voyez que vous avez toujours cette relation positive, mais cette relation positive, elle est beaucoup plus forte dans une forêt primaire que dans une forêt exploitée ou une forêt secondaire, ce qui s'explique probablement par le fait qu'on a non seulement plus de diversité, on a potentiellement plus de diversité génétique dans une forêt primaire qui n'a pas été gérée par l'homme que dans une forêt exploitée. Voilà. Alors, très rapidement pour finir, dans les 5 minutes qui me restent, si on revient du coup à comment conserver la biodiversité, on peut avoir en fait différents objectifs en fonction des territoires et des types de biodiversité qu'on va cibler. Si je prends comme exemple le territoire français, on va pouvoir considérer des espaces de nature remarquables
donc où on va retrouver justement ces écosystèmes extraordinaires et surtout ces espèces patrimoniales qui sont souvent aussi des espèces rares, dans lesquelles on va mettre en place des mesures de conservation qui sont de l'ordre de la préservation et la restauration des espèces et des habitats naturels, donc essayer de limiter l'effet des activités humaines. Et puis on va avoir la majorité du territoire qui va être une nature commune, donc dans le cas de la France c'est des espaces agricoles et des forêts essentiellement. Et cette nature commune, ça concerne l'essentiel de la biodiversité en termes de biomasse. Et c'est dans ces territoires qu'on va aussi avoir l'essentiel des services écosystémiques qui sont rendus aux écosystèmes. Donc, typiquement les services de pollinisation pour l'agriculture, les services de dépollution des eaux, etc. Et dans ces espaces-là, il va falloir mettre en place un arbitrage entre les activités humaines et la biodiversité, et mettre en place ce qu'on appelle une écologie de la réconciliation, pour essayer de concilier les activités humaines et la conservation d'une certaine biodiversité. Et puis on peut distinguer un troisième type de territoire qui est un peu plus réduit en termes de surface, mais qui concerne un très grand nombre de gens. Ce sont les espaces urbains, où il n'y a pas beaucoup de biodiversité, mais il y en a quand même. Et cette biodiversité-là, elle peut jouer un rôle important en termes de reconnexion de l'homme avec la nature. On sait que la majorité maintenant de la population humaine vit dans des espaces urbains et c'est important qu'ils aient une expérience de la biodiversité, y compris sur leur lieu de vie, pour pouvoir mieux appréhender les problématiques de conservation de la biodiversité en général. Voilà. Et donc c'est un petit peu résumé dans cette diapositive. Vous avez vraiment un gradient d'artificialisation croissant, donc pour le cas de la France au moins, dans lequel vous allez avoir différentes cibles de conservation. Donc depuis des espèces relativement rares et des habitats naturels jusqu'à de la biodiversité urbaine. Et la biodiversité dans ces différents territoires va avoir des rôles différents. Dans les territoires protégés, on peut considérer qu'on a ici un réservoir de biodiversité intact, entre guillemets, sachant qu'il n'y a jamais rien de vraiment intact, et qui va pouvoir jouer un rôle éventuellement de mobilisation de la société autour des questions de conservation. La nature ordinaire va nous fournir l'essentiel des services écosystémiques et la biodiversité peut jouer un rôle de cadre de vie, également de mobilisation dans les milieux urbains. Voilà. Et donc, on peut distinguer trois visions de l'écologie de la conservation qui sont complémentaires. Une écologie de la restauration dans ces écosystèmes un peu extraordinaires, où on essaye de conserver des systèmes relativement naturels. Une écologie de la réconciliation dans l'ensemble de la nature, et une écologie de la reconnexion dans les milieux urbains. Voilà. Et avant-dernière diapo, cette écologie de la restauration, donc le fait de mettre en place des réserves pour protéger la nature, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit aussi évoluer. C'est relativement illusoire de penser qu'on peut mettre la nature sous cloche et l'isoler complètement de l'effet des activités humaines, ne serait-ce que par exemple que parce qu'on a des changements globaux du climat et que donc, y compris au sein des réserves, les espèces, les écosystèmes, la biodiversité en général, va être affectée par les activités humaines. Donc il faut aussi penser avoir une vision de la conservation dans ces espaces protégés qui prennent en compte ces effets des activités humaines, donc par exemple en mettant en place des connexions entre les espèces protégées. Voilà. Et donc pour conclure, juste deux choses importantes. On a vraiment besoin d'indicateurs pour essayer d'évaluer les changements de la biodiversité et essayer de comprendre quels sont les mécanismes derrière qui sont responsables de ces changements de biodiversité. Et la vision service écosystémique est en train de prendre une place très très importante. Alors avec tous les débats qu'il y a autour, et les écologues ne sont pas encore bien capables de mesurer ces services écosystémiques, donc d'avoir une idée de comment ils sont affectés par les activités humaines. Et l'objectif, c'est vraiment pas de conserver une nature figée, mais de conserver les processus. Donc à la fois les processus écologiques, donc ces services écosystémiques, mais aussi les processus évolutifs, et donc le potentiel adaptatif des populations, des espèces, etc. Voilà, je vous remercie.
question sur la place de la biodiversité urbaine comme écologie de la reconnexion. La surface, alors ça dépend ce qu'on appelle urbain, mais la surface urbanisée est quand même loin d'être négligeable au niveau national. Et dans l'idée du processus, on a en zone urbaine des zones qui sont des plus naturelles avec des gros guillemets, c'est-à-dire des zones où des espèces vont s'implanter. Est-ce qu'au-delà de cet aspect de reconnexion, ça peut aussi être une source d'augmentation de la biodiversité par différenciation de population, par modification complète des systèmes intellectuels des animaux, alors à la fois génétique, mais aussi comportementale, etc., qui est importante et qui deviendra de plus en plus importante. Oui. C'est fort possible effectivement que ce soit aussi une source de biodiversité, dans le sens où on connaît des espèces qui sont spécialistes des milieux urbains, par exemple, et donc qui ont évolué en même temps que les sociétés humaines se sont sédentarisées et installées sous forme de ville. Donc oui, potentiellement, ça peut être une source importante. Maintenant, si on a vraiment une extension très importante des surfaces urbaines, je pense que dans un premier temps, ce sera surtout une sorte de destruction de la biodiversité avant d'être de la création de la biodiversité. Et le bilan total, je ne suis pas sûre qu'il soit positif. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait énormément de diversification dans les communautés urbaines. Mais je dis ça, c'est un avis très personnel, j'ai aucun élément pour trancher. Il se trouve que parmi mes nombreuses activités, comme j'ai eu un long parcours, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé dans des zones humides où il était absolument nécessaire de couper les arbustes qui poussaient, sinon on perdait toutes les espèces spécifiques qui aimaient le soleil, la lumière, etc. Donc le rôle de l'homme, là, est absolument fondamental. Ce qui fait que dans votre trio, vous le mettez où, ça? Alors, dans mon trio... moi, je le mets je dirais à l'interface entre des espaces protégés et de la nature ordinaire. Dans les espèces patrimoniales, il n'y a pas uniquement, il n'y a pas que des espèces qui vivraient dans des espaces complètement déconnectés de l'homme. Il y a aussi plein d'espèces qui sont inféodées aux activités humaines. Et ça, c'est un choix de conservation très important. Est-ce qu'on veut choisir de conserver une nature sauvage indépendante des sociétés humaines ou une nature telle qu'on la connaît en Europe où tout est interconnecté? Et effectivement, il y a des endroits où on est obligé de maintenir une activité humaine pour maintenir certaines des espèces qu'on dit patrimoniales. Alors, c'est une question, réflexion à la fois. Moi, je me rappelle de mon premier cours en écologie de Robert Barbeau, qui me parle de la biodiversité, et qui me dit qu'il avait marre de la question à quoi ça sert. Et que du coup, déjà sur l'époque, elle nous présentait le côté utilitaire de la biodiversité. Et moi, je m'interroge sur le fait, je l'ai signalé, que la vraie valeur de la biodiversité avec le leg, intrinsèque et compagnie, c'est important, en tout cas pour nous, les écologistes. Mais pour que ça marche, il faut parler du côté utilitaire. Mais pour les élèves, par exemple, est-ce que c'est forcément une bonne approche de leur montrer le côté utilitaire, à ton avis, et de continuer cette espèce prochainement où, si c'est pas utile, ça sert à rien, et du coup, cacher à faire aux spécialistes la valeur intrinsèque de la biodiversité? On n'est pas obligé de cacher la valeur intrinsèque, même en parlant de la valeur utilitaire. J'ai pas trop réfléchi à cette histoire de comment enseigner ça, mais j'ai l'impression que c'est important de leur montrer quelles peuvent être les conséquences de leurs actions sur leur propre vie. Parce que c'est ça, les services écosystémiques. C'est quelles conséquences va avoir la destruction de la biodiversité sur le fonctionnement des sociétés. Mais du coup, comme je disais, s'il y a des espèces qu'on retire et qui n'ont aucun impact, pourquoi pas piller certaines zones? Parce qu'en plus, quand on regarde la courbe Timman, ça augmente. Là, 4-5 espèces, à la rigueur, on peut gérer les autres. Ouais. Et Ah oui, ça, mais ça c'est une dérive possible de cette monétarisation de la biodiversité. Et, ouais. Ah oui, moi je suis intimement convaincue de la valeur intrinsèque de la biodiversité.
que je vois, c'est que pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose pour la conserver. Ça fait plus de 10 ans. Une question que posent aussi les élèves, si vous avez suivi le cours de SVT, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait des crises biologiques, donc régulièrement il y avait des pertes de biodiversité, mais que la vie a emporté, a gagné du terrain plus tard. Donc, si grave que ça, est-ce que, pareil au niveau de son évaluation, est-ce qu'on évalue véritablement bien aujourd'hui? Non, pas vraiment. Alors est-ce qu'on évalue vraiment bien dans le passé? Certainement pas non plus. Et c'est pas facile de répondre. Oui, ouais. Je pense qu'il n'y a pas une réponse à cette question. On n'est jamais sûr en termes de scénario de ce que va devenir la biodiversité. Mais moi, je ne suis pas très inquiète pour la biodiversité en tant que telle. Je pense qu'elle va s'en sortir, même si vraiment on lui fait subir les pires outrages. Alors, on va modifier sa trajectoire évolutive, ça c'est sûr. Donc, ça déjà, c'est une question. Est-ce qu'on a le droit de modifier sa trajectoire évolutive ou pas? Mais le fait que la biodiversité s'en sorte indépendamment de ce qu'on va lui faire subir, justement, je trouve que ça remet en avant ce problème des services écosystémiques. C'est qu'il faut se préoccuper de la biodiversité, pas seulement pour elle-même, mais surtout pour nous, quoi. Parce que ça va avoir des conséquences sur nous. C'est gênant en même temps. C'est gênant en même temps. Ouais. Moi, j'ai encore une question qui concerne cette fois-ci la ville et l'écologie de la reconnexion. Il se trouve qu'un certain nombre de géographes ont travaillé sur l'animal en ville, sur la blatte. Et alors, les résultats sont intéressants parce que c'est de la biodiversité, mais évidemment, le résultat, c'est qu'on n'en veut pas. Et pire que ça, et on voit bien l'instrumentalisation de ces questions, c'est perçu comme l'animal qui vient chez le voisin. Et si le voisin vient de loin, il a encore plus de blattes. Donc c'est très complexe. Oui. Certaines composantes de la biodiversité sont utilisables pour la... Oui, effectivement. Il y a plein de valeurs derrière. Si on envoie plein d'écoles sur le site de Viginature, ah oui. Ah oui, on peut trouver. Oui, j'ai mis l'adresse. Vous allez distribuer les... Donc j'ai mis l'adresse du site de Viginature sur le diaporama. Et effectivement, certains volets du programme Viginature peuvent faire l'objet d'un projet dans les établissements. Au moins le suivi des pollinisateurs et le suivi des papillons de jardin. Donc jardin au sens large, ça peut être une cour d'école. Sont tout à fait utilisables pour des enfants ou des élèves un peu plus vieux. Juste pour information, il y a quelques écoles à Paris qui avaient commencé un projet, d'ailleurs il avait beaucoup aimé avec le muséum, pour regarder la pollinisation, la dispersion des graines, en mettant simplement des jardinières dans des écoles élémentaires. Et les enfants, ils avaient pris un véritable plaisir à s'associer à un travail de chercheurs au muséum. Et ça avait été un élément très déclenchant sur le 12e arrondissement, ça s'était fait. Et je pense que ça peut effectivement être une entrée très motivante à tout âge. Christophe Guégaud, de l'Université de Cergy-Pontoise. Est-ce qu'on a mesuré l'impact de l'abandon des surfaces agricoles sur la biodiversité? Est-ce que ça a été étudié? Oui, je ne suis pas du tout une spécialiste, donc je ne saurais pas vous dire. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à l'effet de la déprise agricole sur la dynamique de la biodiversité, en particulier dans le sud de la France, pour ce qui concerne la France. Mais j'avoue que je ne connais pas bien les études, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Ouais. Donc, Thomas, il avait fait de parler. Moi, c'était pour rebondir sur la remarque de Hervé. Sur le fait que la biodiversité va s'en sortir. Oui, pardon. Quand tu dis qu'elle va s'en sortir, la biodiversité qui a disparu, elle s'en sort pas. Non. C'est la vie à une qui s'en sort et puis l'homme. Non, mais la biodiversité aussi.
la biodiversité Ouais, mais aussi, dans le qu'est-ce qu'on met sens... dans la biodiversité? Si la biodiversité, c'est la diversité biologique actuelle, elle ne va pas s'en sortir. Ah oui, on a une bien nouvelle sûr, qui va exister, bien sûr. mais peut-être c'est une différence qu'il faut Ouais, expliquer. ouais, oui. Aux Non, mais élèves, c'est... il y a peut-être un- Ouais, c'est ce que je Elle disais va dans le sens où grandir. on est en train de modifier sa trajectoire évolutive. C'est comme si on vous propose, je sais pas, de vous tuer, c'est pas grave, hein, l'espèce humaine, elle va s'en sortir. Oui, 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 Complètement, oui, quoi. bien sûr. Pas forcément. Et puis l'autre remarque, moi j'ai oublié, c'était oui, peut-être aussi insister sur le côté patrimonial, enfin, la valeur patrimoniale, même si on peut dire oui, bon, ça n'a pas d'utilité actuelle, je pense que c'est aussi important de dire que c'est pas parce qu'il y a un objet qui n'a pas une utilité actuelle qu'il va en avoir une dans le futur, qui perd la comparaison avec la conservation des archives. Enfin, on ne peut pas prendre des décisions de conserver ou non des archives en fonction de l'utilité ou de l'intérêt qu'on leur trouve actuellement. Les choses qui peuvent être complètement insignifiantes et sans intérêt actuellement, ça va avoir une valeur intellectuelle. Oui, bien sûr. Mais tu restes dans une... Dans 50, 100 ans, 1000 ans. Mais ça reste une vision utilitariste. Comment ? Ça reste une vision utilitariste oui, quand mais même. La vision utilitariste, non, mais la valeur, elle n'est pas forcément le terme, mais la valeur patrimoniale ou l'intérêt que ça peut avoir, Ouais. il n'est pas mesurable. Enfin, on ne peut pas le mesurer simplement avec les critères extemporanés. Ben non, bien sûr. Oui, la valeur de la biodiversité ou d'une de ses composantes, c'est quelque chose qu'on mesure par rapport à l'homme. Et donc, selon les sociétés humaines et selon la période de temps, ça ne va pas du tout être la même chose. Oui, mais c'est un peu ce à quoi je faisais référence avec la valeur de l'aigle. Pour l'intégrer sur le temps, ça c'est possible. Donc, la conservation des archives, c'est vraiment un type de problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette? On ne jette pas? Et ne pas jeter parce qu'on pense que ça n'a aucun intérêt actuellement, c'est une balle dans le pied pour le futur. Finalement, à la suite de votre exposé, peut-on encore parler d'érosion de la biodiversité? C'est une bonne question. Est-ce que cette question a encore un sens? Si on reste sur le descriptif et le comptage, oui, et si on reste bien sur l'aspect historique et fonctionnel, ces trois modèles, est-ce qu'on peut encore parler d'érosion de la biodiversité? Ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler de changement de la biodiversité. Érosion, je pense qu'on n'a pas... Comment dire ça? Je pense que oui, parce que même si on ne peut pas vraiment le quantifier de façon absolue, on est dans une dynamique où la disparition aussi bien des espèces, des individus, des écosystèmes, etc., est beaucoup plus rapide que les processus de diversification. Même si c'est pas très très bien mesuré. Oui. T'as un doute là-dessus, quoi? Ah non? Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut... Mais quel que soit le niveau, on le mesure, on peut même ça un niveau. oui. Non, on le mesure pas. Mais ça dépend. Il y a des espèces. Ouais, mais il y a des espèces qui sont en train d'augmenter en fréquence, par exemple. Je disais juste qu'il y a les cultivars aussi, toutes ces variétés cultivées qui pouvaient être considérées quelque part comme une augmentation de la biodiversité. Alors ça a été une augmentation jusque dans les années 50. Ouais. Et maintenant, on est beaucoup plus dans l'uniformisation et on est en train de rechanger récemment. Et si je peux rebondir sur la question d'Hervé aussi, qui disait que des élèves peuvent pas arguer qu'il y a eu des extinctions passées de la biodiversité, il y a quand même une différence majeure qui est cinétique. L'extinction actuelle de l'érosion de la biodiversité est beaucoup plus rapide que celle qu'on considère dans les biologies. Oui, alors ça, je ne suis pas assez spécialiste pour, mais c'est peut-être le cas.